On me demande souvent ce que c'est que des troubles de la personnalité, c'est assez difficile à définir. Pour faire simple, je dirais qu'un trouble de la personnalité, c'est un trouble des comportements, c'est un trouble des interactions sociales qui n'est pas toujours approprié à la vie en collectivité. Il y a 10 troubles de la personnalité qui correspondent d'ailleurs à 10% à peu près de la population. On les sépare en 3 groupes. Dans le premier groupe, on va trouver ce qu'on appelle donc des personnalités psychotiques, c'est-à-dire c'est des personnalités qui sont comme les patients psychotiques, mais qui en principe n'ont pas de délire et n'ont pas d'hallucination. C'est là où on trouve effectivement les schizotypes, les schizoïdes et les personnalités paranoïaques. Dans le deuxième groupe, on a toutes les personnalités qui engendrent effectivement de fortes réactions passionnelles et émotionnelles, souvent assez négatives. Alors on a les personnalités antisociales, on a les borderline, on a les personnalités narcissiques et on a les personnalités histrioniques. Dans le troisième groupe, le groupe C, on trouve 3 types de pathologies qui sont apparentées donc aux névroses, mais sans les symptômes névrotiques habituels, c'est-à-dire sans les phobies et sans les obsessions. On a les personnalités évitantes, on a les personnalités dépendantes et on a les personnalités obsessionnelles compulsive. Et je ferai donc une vidéo pour chaque trouble de la personnalité. Je vais vous parler de la personnalité schizotypique. C'est une forme atténuée de schizophrénie. On disait à l'époque schizophrénie paranoïde. C'est-à-dire la schizophrénie qui n'était pas orientée vers l'isolement social, mais qui est orientée vers les hallucinations et vers un délire paranoïde. Les personnalités schizotypiques sont assez isolées, mais elles ne le choisissent pas. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont assez peu adaptées aux relations sociales. Les gens s'aperçoivent vite qu'ils sont bizarres et eux, de leur côté, ont du mal à comprendre ce qui se passe dans la relation et comment gérer la relation. Alors, ils ont souvent des idées bizarres qui leur passent par la tête. Ils ont des idées de pouvoir, des idées un peu magiques, voire ils ont des idées qui sont des ébauches de schizophrénie, c'est les idées de référence, c'est-à-dire les idées, par exemple, qu'on les regarde dans la rue, et quelques idées délirantes par-ci par-là, mais moins intenses que dans la schizophrénie proprement dite. Mon expérience personnelle, c'est qu'on rencontre pas des schizotypes. En général, ils vivent assez reclus dans leur famille parce que c'est les seules personnes avec qui une adaptation est possible. On les rencontre à partir du moment où il y a un changement dans leur vie et que à ce moment-là, ils déclenchent un délire et à ce moment-là, il faut les hospitaliser parce que il faut les protéger d'eux-mêmes en quelque sorte. On peut trouver une personnalité schizotype avant le déclenchement de la schizophrénie. On peut trouver une personnalité schizotype après la fin d'un délire. C'est en général mieux soigné que la personnalité schizoïde. Je vais vous parler de la personnalité schizoïde. C'est une personnalité qui s'apparente à la schizophrénie. On dit qu'elle est dans le spectre de la schizophrénie. Plus précisément, qu'on appelait avant la schizophrénie hébéphrénique. C'est-à-dire une schizophrénie où il n'y a pas de délire. En tout cas, ça n'apparaît pas. Il n'y a pas d'hallucination. En tout cas, ça n'apparaît pas tout le temps. Mais c'est principalement donc une schizophrénie avec des troubles sociaux. C'est-à-dire un isolement total, un détachement total de tout. Les schizoïdes n'ont pas de relation. Ils sont indifférents en relation. Ils n'ont pas d'activité. Ils sont relativement indifférents aussi au plaisir. Évidemment, ils n'ont pas d'amour et ils n'ont pas d'amis. Ils expriment très peu d'émotions et vivent donc souvent de manière assez recluse avec leur seule relation, c'est-à-dire leurs parents proches. Mon expérience par rapport à ces patients, c'est que je les ai pas vus très souvent parce que je les vois à partir du moment où il y a un problème familial, c'est-à-dire ils sortent de leur cocon, leur réalité change, à ce moment-là ils peuvent présenter des symptômes beaucoup plus schizophréniques, ou il peut y avoir un parent qui s'inquiète pour eux, qui se demande qu'est-ce qu'il a, est-ce qu'il devrait pas quand même, sur conseil d'un voisin par exemple, le montrer à un psychiatre, ou bien les deux autres circonstances, c'est les personnalités prémorbides, c'est-à-dire que c'est les personnalités qui peuvent durer quelques années avant que n'éclose clairement la schizophrénie, sous forme cette fois-ci de délire et d'hallucination, ou ça peut être des personnalités post-morbides, c'est-à-dire il y a eu un délire, on a soigné le délire, et les troubles psychiques séquelaires, c'est effectivement cette personnalité schizoïde, très isolée, avec dissociation de la pensée. Je vais vous parler des troubles de la personnalité paranoïaque qu'on pourrait définir par un sentiment de persécution. On trouve fréquemment un orgueil, une surestimation de soi, une grande méfiance, une habitude d'interpréter les propos qu'on leur tient en cherchant toujours s'il n'y a pas un piège, s'il n'y a pas une humiliation cachée. Ils cherchent toujours aussi une complicité, c'est-à-dire en fait, quand on leur pose une question, ils se demandent si cette question n'a pas été dictée par quelqu'un d'autre et si on ne va pas rapporter la réponse donc à ce quelqu'un d'autre. Ils s'interrogent beaucoup sur la loyauté,
Ils sont volontiers rancuniers, ils sont volontiers jaloux, ils contre-attaquent aussi facilement. Et quand on passe au stade de délire, c'est-à-dire quand on perd un peu les repères avec la réalité, c'est considéré en psychiatrie comme la pathologie la plus dangereuse. Mon expérience personnelle avec les paranoïas, c'est que c'est des expériences assez tendues, c'est assez froid, c'est souvent des expériences un petit peu d'autorité. Il faut pas non plus qu'ils interprètent qu'on est contre eux, il faut pas qu'ils interprètent qu'on est complice de tierces personnes et qu'on va rapporter tout ce qu'ils vont nous dire à d'autres personnes. Le paranoïa que j'ai en tête, j'ai suivi pendant plusieurs années et très paradoxalement, les moments où il était le plus agréable, c'est les moments où il avait des douleurs dans le dos. Et là, il était plutôt souriant et détendu. Alors que chez les gens normaux, c'est l'inverse. Dès qu'ils ont une douleur, ils sont effectivement beaucoup plus durs et beaucoup plus désagréables. Je vais vous parler de la pathologie antisociale ou psychopathique. C'est une pathologie qui est caractérisée par l'impulsivité, l'intolérance à la frustration, le sentiment d'irresponsabilité. En fait, ils se considèrent toujours comme des victimes. C'est une pathologie qui respecte pas du tout donc les droits d'autrui, qui transgresse les règlements, mais c'est aussi une pathologie, c'est-à-dire que ça s'accompagne effectivement de grands moments de vide existentiels, avec un grand sentiment d'ennui, avec un risque suicidaire. Et si on rajoute à ça donc un goût du risque effréné, il y a beaucoup de psychopathes qui ont un pronostic sévère, qui ont des morts violentes. Quand on pense à psychopathe, on pense à violence, on pense à intolérance à la frustration, violence, etc. Or, il y a beaucoup de psychopathes qui ne sont pas violents. C'est pour ça qu'on en trouve beaucoup chez les escrocs et qu'on en trouve aussi chez certaines femmes. On peut poser le diagnostic de psychopathie à partir de 18 ans, même s'il y a des signes avant 15 ans, parce qu'il faut attendre que la personnalité de l'adolescent soit à peu près finie, que son instabilité soit terminée. Mon expérience personnelle, c'est qu'ils sont très difficiles à prendre en charge. Ils font des hospitalisations très brèves qui sont souvent utilitaires pour échapper à la police, par exemple. Ils créent des divisions au sein des équipes. Il y a des équipes qui veulent pas les hospitaliser, d'autres qui les tolèrent mieux, puisqu'ils sont plutôt manipulateurs. Comme ils sont intolérants à la frustration, ils menacent souvent les gens de l'équipe. Et aussi, ils exercent un mélange de peur et d'attirance sur les autres patients, qui fait qu'ils profitent un peu des autres patients. Donc, c'est quand même très difficile de les suivre. Je vais vous parler de la pathologie borderline, qu'on appelle aussi état limite ou état abandonnique. C'est une pathologie où tous les auteurs sont d'accord pour reconnaître que le borderline organise sa vie pour lutter contre l'abandon. Pour lui, tous les refus sont considérés comme des abandons. Je crois qu'on peut mettre aussi sur le compte des abandons des symptômes qu'on trouve fréquemment dans sa vie, c'est-à-dire cette idée de se saborder à partir du moment où les choses vont mieux, il va y avoir des progrès, cette idée qui va rompre les relations affectives qui sont engageantes, il va faire un passage à l'acte, plus il se rapproche de la personne et plus il va s'en éloigner, sans doute de peur aussi de l'abandon. En dehors de ça, donc ils sont traversés par des affects assez pénibles, des dysphories, des anxiétés, des troubles de l'humeur. Ils vivent ça assez péniblement et ils en arrivent très facilement, en phase de contrariété, à avoir des tentatives de suicide ou à faire des automutilations. Ils ont très souvent les bras marqués tout autour. Le diagnostic se fait à partir de 18 ans, comme tous les troubles de la personnalité. C'est-à-dire une fois que les troubles de l'adolescence ont commencé vraiment à diminuer, qu'on y voit déjà plus clair dans les symptômes de la personne. Dans mon expérience personnelle de psychiatre, je trouve que la prise en charge des borderline est assez délicate. On fait tout pour qu'ils n'aient pas une sensation d'abandon, et donc qu'ils passent pas à l'acte, qu'il n'y ait pas des conséquences fâcheuses. On fait attention à ce qu'on dit, on les surveille, on ne prend pas de décisions qui pourraient être interprétées comme des abandons. Donc c'est un trouble de la personnalité qui est assez difficile à manier. Je vais vous parler des personnalités narcissiques. Ce sont des personnes qui ont toujours besoin d'être admirées, qui sont relativement envieuses par rapport aux autres, mais ils pensent aussi qu'on les envie. Elles se pensent supérieures aux autres, et elles se pensent surtout uniquement comprises par des personnes supérieures. Alors de temps en temps, elles sont prises de fantaisie, comme ça, un peu mégalomaniaques. Elles parlent de succès, de choses formidables qu'elles sont capables de faire. Elles peuvent se montrer assez hautaines et assez arrogantes. Elles pensent que tout leur est dit, elles comprennent pas si on les reçoit pas avec le tapis rouge. Ils sont égocentriques. En ce qui concerne la réussite de leur vie, le bluff du narcissique peut marcher un certain temps, parce qu'il se présente sous la meilleure image, très optimisé, et donc les gens peuvent dire, bah oui, bah c'est quelqu'un d'intéressant,
c'est quelqu'un qui a de l'énergie, etc. Mais après, ça a des limites parce que ils ont peur de l'échec et donc ça peut entraver leurs initiatives. On les voit dans les moments de dépression, c'est-à-dire c'est les moments où ils se sont aperçus donc qu'ils n'avaient pas autant de succès qu'ils auraient pu espérer, que les gens les admiraient pas autant. Ils sont pas très faciles à prendre en charge parce qu'ils voient la personne en face, y compris le psychiatre, à travers le filtre de l'admiration. Ils ont besoin d'être admirés et donc on est un peu obligé, même si on n'y croit pas, d'entrer dans leur jeu et de les considérer comme des personnes rares, intéressantes, qu'il faut écouter, etc., quoi. Je vais vous parler des personnalités strioniques. Ce sont des personnalités qui veulent absolument être au centre de l'intérêt de tous, au centre de l'attention. Des fois même ils font des actes positifs ou négatifs pour être au centre de l'attention. Ça peut être des cadeaux, ça peut être des colères. Ils fonctionnent beaucoup sur la séduction physique, ce qui peut d'ailleurs agacer leurs fréquentations qui sont autour d'eux. Ils ont une forme d'expression très particulière, très théâtrale, très passionnelle, mais assez peu argumentée, assez peu précise, assez versatile aussi parce que ça passe d'un jugement positif à très rapidement donc un jugement négatif sur les mêmes choses. Mon avis de psychiatre, c'est qu'on les voit quand leurs mécanismes de défense dans la vie sont pas suffisants et donc ils font des dépressions et ils font des crises d'angoisse. On les voit aussi pour ce qu'on appelle des conversions, c'est-à-dire c'est des problèmes physiques mais on ne trouve rien aux examens de laboratoire et qui sont fabriqués en quelque sorte psychologiquement et ils sont pas très faciles à prendre en charge parce que on voit bien qu'ils ont un discours très changeant et qui est souvent relativement inauthentique. Je vais vous parler des personnalités évitantes. C'est des gens qui ont très peur du jugement d'autrui, qui ont très fréquemment des sentiments de honte, qui ont peur du ridicule, qui se tiennent donc très à l'écart, ils ont peur de ne pas être aimés, ils se cachent, ils se mettent en retrait, ils vont refuser toutes les promotions qu'on peut leur proposer. Si les autres autour d'eux repèrent qu'effectivement ils se cachent, qu'ils ont cet aspect assez discret, ils peuvent se moquer, ça va ne faire que renforcer leur phobie des autres personnes. Alors qu'est-ce que j'en pense en tant que psychiatre? D'abord, il faut clarifier les choses. Faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Les symptômes que je vous ai dit, vous pouvez tous les ressentir. Tout le monde ressent la timidité, la peur du jugement d'autrui, etc. Mais là, c'est vraiment extrême, c'est vraiment caricatural. C'est-à-dire, ils sont littéralement effrayés par les contacts sociaux. On pourrait dire en quelque sorte qu'ils ont peur de leur ombre. Et souvent, donc, ils évitent le plus possible de sortir chez eux. Ils limitent leur fréquentation vraiment au minimum indispensable. Et donc, ça va au-delà de la pathologie de timidité et d'inhibition qu'on a un peu tous. Je vais vous parler des personnalités dépendantes. C'est des personnalités qui sont, on les dit, assez collantes, assez soumises. Ils ont toujours besoin de s'appuyer sur quelqu'un. Ils ont du mal à faire des choix eux-mêmes et ils comptent sur les autres pour faire des choix à leur place, pour prendre des responsabilités. Et ils ont beaucoup de mal d'ailleurs à faire des projets puisqu'ils ont peur de se tromper. Ils ont très peur de se retrouver tout seuls. Ils ont l'impression qu'ils vont pas se débrouiller s'ils sont tout seuls. C'est même pour ça que quand ils interrompent une relation amoureuse, ils ont vite besoin d'une autre relation, dite relation pansement, pour essayer de colmater un petit peu le vide existentiel. Les conséquences fâcheuses, c'est qu'ils sont très dépendants, donc ils ont peur de contrarier les autres et ils sont prêts à faire un peu n'importe quoi pour les autres de peur de les contrarier. Quand est-ce que moi, comme psychiatre, je les rencontre, eh bien, je peux les rencontrer dans des tentatives de suicide, avec comme thème principal l'impression d'être seul, à débrouiller tout seul, la solitude. Et je peux les rencontrer à partir du moment où il y a installation de symptômes qui sont fréquents dans ces personnalités, c'est-à-dire des grandes crises d'angoisse et des phobies handicapantes. Une fois que j'ai analysé les circonstances de leurs symptômes, je me penche sur leur personnalité. Ils vont me répondre, ces patients dépendants, qu'ils sont très attachés, et qu'ils sont sentimentaux, et je leur dis que c'est pas tout à fait le problème. Ils sont libres et ils peuvent décider par eux-mêmes. La personnalité obsessionnelle compulsive, c'est une personnalité qui est prisonnière de l'ordre, du perfectionnement, qui a d'ailleurs beaucoup de mal à déléguer parce qu'elle pense que ça sera moins bien fait que si elle le fait elle-même. Elle est relativement rigide, elle fait volontiers la morale aux autres, elle se consacre beaucoup à son travail et elle écarte les distractions, les relations amicales, les relations de plaisir. Elle est volontiers têtue, rigide et avare. Une personnalité qui n'a pas l'habitude donc de jeter des objets, y compris des objets qui n'ont pas spécialement de valeur sentimentale, dit de valeur financière. Elle donc elle thésaurise les objets. Ce que j'en pense en tant que psychiatre, c'est que c'est des
personnalités qui collaborent volontiers. Alors c'est peut-être qu'une apparence, hein, parce que elles sont difficiles à bouger, mais je pense que, bon, comme elles sont scrupuleuses et consciencieuses, elles se prêtent volontiers donc au jeu de la discussion. Tant qu'il n'y a pas d'apparition de compulsion et d'obsession, c'est des personnalités qui arrivent à peu près à vivre bien. On peut les rencontrer à d'autres occasions, on peut aussi les rencontrer quand les choses ne vont pas comme elles le souhaiteraient, et donc à ce moment-là, elles souffrent d'un sentiment dépressif et de moments d'angoisse.